C'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 29 novembre 2024, dont voici les titres. Cri du cœur des employés de l'entreprise Excelec SA qui dénoncent des licenciements abusifs depuis 2018. Ils ont rencontré la presse pour dénoncer la situation et appeler les autorités à intervenir. Vous les entendrez dans ce journal. Les Sénégalais passent à la loupe le système sanitaire, plusieurs failles notées, négligence de certains médecins, cherté des soins et accueil désagréable. Tout ceci par les populations sénégalaises, mais selon Babacar Fall du COMES, il faut faire la différence entre l'administration et les médecins car toutes les critiques et reproches sont liées au manque d'organisation et de bonne structuration. Nous aurons toutes les réactions tout à l'heure. Le Sénégal est déterminé plus que jamais à libérer les bases militaires françaises sur son territoire. C'est le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a fait l'annonce lors d'un entretien accordé à l'agence de France Presse et France 2. Aïssatou Ba nous fera l'économie de cette déclaration dans ce journal. Et justement, un entretien tenu par le président de la République à 3 jours de la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Nous en parlerons ce soir avec professeur Mamadou Fall. Il est professeur titulaire en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et coordonnateur qui sera donc notre invité dans cette édition et ce sera tout à l'heure. Tout de suite le développement. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les employés de l'entreprise Excelec SA dénoncent des licenciements abusifs qui se produisent dans l'entreprise depuis 2018. Un fait qu'ils qualifient d'injustice au sein de la dite organisation. Plus de 150 agents ont été remerciés entre 2018 et 2024 par l'entreprise Excelec SA, d'où le cri du cœur des victimes. Ces travailleurs font appel aux autorités pour régler la situation. Reportage Idrissa Fall et Sevignan. Licenciement à tout va. Les ouvriers de l'entreprise Excelec SA ne peuvent plus de la situation. Ces agents dénoncent l'injustice qu'ils vivent au sein de la dite entreprise. Nous sommes venus ici pour dénoncer les injustices qu'on avait reçues là-bas à Excelec. En 2018, ils ont licencié plus de 150 ouvriers avec aucun motif valable. Ils nous ont amené des contrats à durée déterminée d'1 an, continuant à nous payer par billetage sans bulletin de salaire. À la fin des CDD, ils ont encore licencié 126 ouvriers qui réclamaient leur indemnité de fin de contrat et 11 autres personnes. Pourtant, ces ouvriers disent avoir saisi la justice, mais en vain, raison pour laquelle ils interpellent le gouvernement. On était allé au tribunal et le tribunal nous a donné raison. Donc il faut qu'ils nous payent nos droits. Mais jusqu'à présent, ils refusent de nous payer. Maintenant, cette conférence de presse, c'est une forme de lutte afin que le peuple nous entende. Mais aussi, nous faisons appel au chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre. Il faut qu'ils nous viennent en aide. Parce que nous n'allons pas accepter cette injustice. L'entreprise nous a licenciés sans motif et refuse également de nous payer nos droits. Donc, Le résultat des analyses exhibe plutôt plusieurs failles qui ont pour nom la négligence de certains médecins, la cherté des soins et l'accueil désagréable, une situation qui ternit davantage l'image des hôpitaux mais également du système sanitaire. Amsatou Gano et Nartegay. Je déplore la conduite des médecins vis-à-vis des patients.
Parce que tu peux avoir un malade et que tu l'amènes à l'hôpital. Tu peux rester des heures avant même qu'on ne s'occupe du malade. C'est cette négligence même qui fait que parfois même, le patient finit par succomber ou parfois les médecins peuvent te prescrire des médicaments qui sont extrêmement très chers. Le problème ne se limite pas seulement à Dakar. Même les villages le vivent car les médecins dans ces zones négligent leurs patients, surtout les femmes. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucun respect pour l'être humain. Ce qui me fait le plus mal, c'est quand tu amènes ton malade à l'hôpital et que les médecins te disent si tu n'as pas 500 000, ils ne le toucheront pas, alors que le malade est parfois entre la vie et la mort. Ce n'est pas normal. La négligence des médecins, c'est la faute de l'ancien régime. On ne peut pas s'attendre à avoir des médecins qui feront aimablement leur travail. L'ancien gouvernement était un irresponsable. C'est pourquoi les médecins ne traitent pas bien leurs patients. Quand on n'a pas d'aide, c'est-à-dire avoir des connaissances un peu partout, personne ne te tendra la perche et ce n'est pas normal. Même lorsque le malade est dans un état d'urgence, les médecins, au lieu de le prendre en charge, ils ne le feront pas. Je lance un appel aux nouvelles autorités pour qu'elles viennent en aide aux familles démunies, parce que si la personne est pauvre, les médecins ne vont pas s'occuper convenablement d'elle. Contrairement, si tu es une personne riche, ils feront tout pour te soigner. Et justement, qu'est-ce qui explique ces dysfonctionnements notés au niveau des hôpitaux? Le secrétaire général du collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation du Sénégal répond à la question. Selon Babacar Fall, il faut faire la distinction entre l'administration et les médecins, car toutes les critiques et reproches sont liés au manque d'organisation et à une bonne structuration. Babacar Fall qui a été joint au téléphone par Amsatou Gano toujours. Par rapport à cette question, il y a un problème notable de différenciation parce que vous allez constater que toutes les critiques et reproches en rapport avec les manquements liés à l'organisation hospitalière sont redirigés vers le médecin. Alors que le médecin, lui, c'est presque la dernière ligne en fait. C'est le patient, il passe d'abord au niveau de l'administration pour pouvoir régulariser en rapport avec les soins dont il aura besoin et il passe par le tri, il passe par l'infirmier ou bien en tout cas les majors qui pourront voir si ce patient-là a réglé toutes les affaires administratives pour pouvoir être pris en charge, que ce soit un patient qui a une prise en charge ou bien qui a payé par ses propres moyens, et ainsi de suite. Donc le médecin, lui, celui qui sollicite les soins, qui arrive au bureau du médecin, doit présenter quelque chose qui montre qu'administrativement, c'est OK. Donc, certes, il y a des manquements au niveau des organisations hospitalières et il y a vraiment beaucoup d'efforts à fournir par rapport à l'amélioration. Transport à présent, à l'occasion de l'hommage rendu à Gora Khouma, le ministre El Hadj Malick Ndiaye, venu présider la rencontre, en a profité pour lancer un appel solennel aux transporteurs à travailler main dans la main avec les autorités pour l'instauration d'un secteur du transport plus performant. Suivons le compte-rendu de la cérémonie il est signé Djibril Niane. Le secteur du transport devient de plus en plus une priorité chez les autorités étatiques. Et cela passe par une parfaite collaboration entre les acteurs. Mesdames et messieurs, à cette occasion, je voudrais saisir cette tribune pour lancer un appel solennel à tous les acteurs du secteur des transports. Gouvernement, organisations professionnelles, opérateurs privés, syndicats, partenaires de développement. Nous devons unir nos forces pour accompagner efficacement les États dans leurs efforts de modernisation et de développement des transports en Afrique. Les défis qui nous attendent, qu'il s'agisse de l'amélioration des infrastructures, de l'intégration régionale et de l'adoption de technologies vertes,
ne peuvent être relevés qu'en synergie. Un élément clé du développement, le transport traverse énormément de difficultés qui freinent son envol. Le ministre de tutelle compte ainsi élaborer une politique vigoureuse. Je tiens à réaffirmer au nom du gouvernement et du peuple sénégalais notre soutien indéfectible à vos futures missions. Nous sommes convaincus que vous saurez représenter avec brio les aspirations et les priorités de l'Afrique tout entière, mais également une vision, celle d'un secteur des transports qui unit les peuples, stimule les économies et prépare un avenir prospère pour notre continent. Les acteurs du transport ont bien profité de cette cérémonie Sargal Gora Khouma pour échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre afin que le secteur puisse briller. Le Sénégal est déterminé plus que jamais à libérer les bases militaires françaises sur son territoire. C'est le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui en a fait l'annonce dans un entretien accordé à Agence France Presse et France 2. Dans cette même déclaration, il a salué la lettre du président français reconnaissant pour la première fois le massacre des tirailleurs sénégalais en 1944. Aïssatou Ba pour le compte-rendu. Défendre la souveraineté du Sénégal. Après quelques mois au pouvoir, le président Diomaye veut concrétiser cette volonté de changement. Lors d'un entretien accordé jeudi à l'agence France Presse et à France 2, le chef de l'État a annoncé la volonté du Sénégal de voir partir les bases militaires françaises. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Cependant, il ne s'agit pas de rupture, mais plutôt de changement inévitable, précise le président sénégalais. D'ailleurs, il a salué le geste du président français qui, dans une lettre, a reconnu pour la première fois le massacre des tirailleurs sénégalais au Thiaroye le 1er décembre 1944. Selon lui, c'est un pas en avant pour rétablir la vérité sur cette affaire. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité. L'annonce du président Diomaye intervient quelques jours après la remise de rapport sur la reconfiguration des bases militaires françaises en Afrique par l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron. De jour en jour, les pays africains optent pour une souveraineté sur le plan sécuritaire. Déjà, le Tchad passe à l'acte. C'est dans un communiqué que le ministre des Affaires étrangères tchadienne a fait l'annonce. Un sujet sur lequel nous allons revenir juste après cet élément sur le Tchad qui également a mis fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France et révisé en 2019 sans pour le moment donner plus de précisions sur ce qu'implique cette rupture. L'annonce a été faite pendant la visite de 24 heures du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot dans le pays. Les détails avec Ndella Ndiaye. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, a déclaré Abderrahmane Koumala dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du ministère. C'est par le biais que le gouvernement du Tchad a décidé de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France. Le ministre tchadien des Affaires étrangères estime que le Tchad veut évoluer et que la France reste un partenaire essentiel. Pendant sa visite, le ministre français Jean-Noël Barrot n'a pas abordé le sujet. Lors de la déclaration commune à l'issue de la rencontre, son homologue tchadien Abderrahmane Koumala a simplement glissé que la France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri. Le Tchad est un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, constituant le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel, après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina et au Niger.
Le 1er décembre 2024 marquera le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Pour en parler ce soir, nous recevons sur ce plateau de la bonne heure professeur Mamadou Fall, professeur titulaire d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais il est également coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Alors, je l'annonçais tantôt, nous allons parler de cette commémoration. Avant tout, pouvez-vous revenir sur l'origine de cette commémoration? Voilà, merci d'abord pour cette invitation qui me donne l'occasion de revenir sur un moment important de l'histoire du Sénégal. Malheureusement, un moment très peu connu parce qu'on a très peu communiqué depuis 8 décennies. Si on y ajoute la volonté délibérée de la part de l'État français d'imposer une chape de plomb sur cet événement, c'est-à-dire que dès la survenue de cet événement, on a construit l'oubli et on s'est arrangé pour que personne ne sache en réalité la véritable nature et la véritable portée de cet événement. Voilà un événement qui a été un événement dramatique au détour duquel des Sénégalais et des Africains, après avoir servi vaillamment la France, après l'avoir défendue, se sont retrouvés marginalisés, dépossédés et finalement acculés à Dakar pour être purement et simplement liquidés. Le nombre, on spécule depuis 8 décennies. On a commencé par un chiffre de 35, on a évolué vers 70, mais les éléments dont nous disposons maintenant nous permettent d'affirmer que les chiffres vont bien au-delà des chiffres qui étaient annoncés. On a tué des soldats, on leur a privé de leur dignité, on leur a privé de leur salaire, on leur a privé de leur réputation. Mais on leur a surtout dérobé une victoire militaire qui était à leur portée. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 1944, lorsque la victoire alliée s'annonçait, on a commencé par enlever les tenues des tirailleurs sénégalais pour les donner à des Français de manière à ce que la victoire soit une victoire blanche et que les Africains ne soient pas présents lors de la célébration de cette victoire. Ce sont donc ces mêmes Sénégalais, ces mêmes Africains qui ont été transportés depuis la France. Le nombre, on les situe autour de 2000 ou un peu plus, transportés à bord d'un bateau, un bateau anglais qui s'appelait le Circassia. Ils ont débarqué à Dakar, ils ont été parqués, c'est vraiment le mot, à 15 km de Thiaroye, sans leur tenue militaire, sans la dignité du soldat. Et lorsqu'ils ont voulu revendiquer leur dû, c'est-à-dire les pensions que l'administration militaire leur devait, les salaires qu'ils ont pu percevoir lorsqu'ils étaient prisonniers en France, on leur a purement et simplement refusé le paiement de ces salaires. Ils se sont rebiffés, ils ont réclamé leur salaire et la réponse de l'armée française a été de mobiliser des chars de combat et des fusils mitrailleurs pour les éliminer purement et simplement. Et ça, on s'est arrangé à ce qu'il y ait un blackout total autour de l'événement. Le même jour, aucune radio n'en a parlé, aucun journal n'en a parlé. Et pendant plus de 8 décennies, on n'en a parlé que de manière très vague, en tentant de minimiser la chose, en parlant de simple mutinerie, alors qu'il s'agissait d'une véritable tuerie. Bon, maintenant, l'évidence ne peut plus être cachée. C'est à ce moment précis que le gouvernement français se retrouve pratiquement acculé pour finalement reconnaître qu'il y a eu effectivement un massacre. Mais c'est un fait qui est devenu évident. C'est une évidence qui a été montrée par les chercheurs, c'est une évidence qui a été montrée par les observateurs. Et l'évidence étant sur la table, je crois que tout ce qui restait à faire de la part du gouvernement français, c'était au moins de reconnaître formellement ce moment comme étant un moment de massacre et de tuerie.
Mais vous voyez bien dans la formulation même de la lettre du président Macron, il y a une ambiguïté qui persiste. Justement, nous allons en parler tout à l'heure, cette reconnaissance du massacre de Thiaroye par le président Macron. Mais avant, vous le disiez tout à l'heure, un moment peu connu, parce que en réalité, qui étaient ces tirailleurs sénégalais? On parle de tirailleurs sénégalais, mais l'on sait qu'ils étaient originaires de divers pays. D'Afrique subsaharienne francophone, d'Afrique de l'Est et même du centre. Aujourd'hui, qui étaient ces tirailleurs et quel est le rôle au-delà du Sénégal? Parce qu'on entend beaucoup le Sénégal se battre pour le rétablissement des faits, mais les autres pays, quel rôle ils sont en train de jouer dans ce combat? Alors, je dois dire que c'est vrai que c'est une initiative du gouvernement sénégalais, mais c'est une initiative qui est portée par l'ensemble des pays de la sous-région. Parce que dans cette même célébration, nous avons pu quand même inviter et obtenir la collaboration de beaucoup de collègues en provenance des pays de la sous-région. Donc c'est vraiment une célébration au Sénégal, mais c'est une célébration dans tout le continent. Parce qu'il s'agit d'un moment où on a vu fouler aux pieds la dignité de l'homme noir, fouler aux pieds la dignité de l'homme africain. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit non seulement d'un devoir de mémoire pour ces Africains, mais aussi d'un devoir de justice. Parce que ça a été une injustice flagrante que de leur déposséder, non seulement de leur victoire en Europe, mais de leur déposséder de leur dignité de soldats. Ces gens ont été dévêtus, on leur a enlevé l'uniforme. Ils se sont retrouvés à Dakar avec des chemises et des caleçons. Donc vraiment, c'est un moment. C'est une célébration qui remet, qui rend la dignité à des soldats qui se sont montrés très valeureux sur tous les théâtres de combat en Europe. C'était le moment aussi de marquer, un devoir de souveraineté. Parce que Thiaroye, c'est un symbole de souveraineté. Parce que Thiaroye renvoie à ces premiers moments où on a vu des Africains commencer à revendiquer leur dignité en tant qu'Africains, mais aussi revendiquer leur personnalité en tant qu'homme noir. Et c'est le point qui a déclenché tous les mouvements qui finalement vont aboutir aux indépendances en Afrique. Donc Thiaroye, c'est vraiment un grand moment. C'est un moment de grande proclamation de la liberté. Le déclic. C'est vraiment le déclic. Le déclic de la décolonisation passe par Thiaroye. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Thiaroye était déjà un moment où c'est l'Afrique en marche, c'est l'Afrique comme une entité qui n'était pas encore balkanisée, qui n'était pas encore divisée en micro-États. C'est ce moment-là que Thiaroye symbolise. Parce que les tirailleurs étaient à la fois sénégalais, maliens, ivoiriens, béninois. Pratiquement plus de 17 nationalités d'aujourd'hui étaient représentées dans le moment de Thiaroye. Donc Thiaroye, c'est un moment avant-coureur par rapport à l'idéal panafricain, mais aussi par rapport à l'idéal de liberté et d'indépendance sur le continent. D'accord, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la lettre du président Emmanuel Macron, parce qu'hier, dans son interview accordée à France 2, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a déclaré avoir reçu une lettre de son homologue, le président Macron, dans laquelle il reconnaîtrait qu'il y a bien eu massacre. Cette réaction ne découlerait-elle pas d'une certaine pression de la part des nouveaux dirigeants? Bon, certainement, il y a une pression de la part du nouveau gouvernement en montrant leur détermination et leur volonté de ne pas se laisser faire et de ne pas laisser courir un narratif qui était un narratif biaisé. Parce que le narratif sur Thiaroye a été un narratif construit par les Français. Alors, le déclic que les autorités du Sénégal ont commencé, c'est un déclic qui permet de produire un narratif africain, un narratif national autour de Thiaroye. Et la reconnaissance à laquelle vous faites référence tout à l'heure, bon, c'était une reconnaissance obligée, parce que les faits étant têtus, l'évidence étant massive, une réalité qui est là, massive devant nous, personne ne peut plus la nier. Donc c'est une reconnaissance formelle, mais vous voyez bien que même dans cette reconnaissance formelle, on retrouve
l'ambiguïté récurrente du discours français. Parce que dans le même message, on voit une reconnaissance formelle d'un massacre, mais on parle aussi de confrontation entre deux camps. Donc on reconnaît d'une main le massacre, mais de l'autre, on verse toujours dans le narratif de la dissimulation, dans le narratif du faux et de la mascarade. Parce qu'il y a eu une mascarade dans les chiffres, il y a une mascarade sur la composition géopolitique quand même des contingents sénégalais. On ne savait pas d'où ils venaient. On ne savait pas quel nombre ils faisaient lorsqu'ils débarquaient à Dakar le 21 novembre 1944. Mais maintenant, on commence à savoir. Parce que tout récemment, nous sommes allés en France pour vérifier l'information à la bonne source. On a demandé les sources qui véritablement rendaient compte du narratif réel et non pas du narratif construit sur la base d'un mensonge d'État depuis plus de 80 ans. Et on a trouvé la bonne information, ça veut dire on a trouvé les vrais chiffres. On commence même à trouver le vrai nombre, le nombre réel de morts. Contrairement à ce qui a été annoncé depuis plus de 8 décennies, il n'y avait pas que 35 morts. Il n'y avait pas que 70 morts, comme le président Hollande l'a dit en 2014. Les chiffres vont bien au-delà de cela. Justement parce qu'effectivement, le président Hollande, vous l'avez dit en 2014, lui-même avait reconnu ce massacre et il était même allé plus loin parce que lui, il avait bien dit qu'il s'agissait d'un massacre à la militaire et même il voulait faire porter la responsabilité aux militaires français qui assuraient à l'époque le commandement à Dakar. Donc, est-ce qu'il n'était même pas allé plus loin, un peu plus loin que le président Macron aujourd'hui? Aller plus loin, je ne pense pas, parce qu'à l'époque, le mot massacre... En termes de déclaration, bien sûr, parce qu'après les actes n'ont pas suivi. Le massacre était pratiquement tabou dans le vocabulaire français, même si la réalité était massivement, disons, évidente pour rendre compte qu'il s'agissait bien d'un massacre, mais le mot, il y a une progression sémantique de Hollande à Macron. Mais pour nous, pratiquement la même chose, parce que la réalité était là. La réalité décrite par les historiens, la réalité décrite par les militaires eux-mêmes, la réalité décrite par les images qu'on a pu voir et les témoignages. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il y a des témoins oculaires qui ont décrit ce qui s'est passé. Et le narratif de ces témoins n'a rien à voir avec le narratif présenté par le gouvernement français. Et nous-mêmes, je le disais tout à l'heure, lorsque nous sommes allés en France, nous ne nous sommes pas contentés uniquement du narratif et des documents que la France a bien voulu nous rendre. Nous sommes allés nous-mêmes dans les provinces, là où logeaient ces Sénégalais, là où ils étaient vraiment en contact permanent avec les populations françaises, là où ils étaient souvent retenus comme prisonniers. Et ce que nous avons vu nous donne une idée du nombre précis de Sénégalais qui ont été transbordés de la France vers Dakar, mais aussi par rapport à l'événement lui-même, on a pu trouver des certificats de décès dans les archives à Rennes, par exemple, qui nous donnent une idée beaucoup plus importante, beaucoup plus large du nombre de personnes qui ont été effectivement tuées du fait des événements. Mais je ne peux pas vous donner pour le moment un chiffre précis, mais vous pouvez être sûr et certain que le chiffre qui est annoncé et qui est considéré comme disons le chiffre officiel, la réalité l'a dépassé. Avant le président Emmanuel Macron, il y a même eu des membres d'associations, des députés tout simplement, qui se sont levés pour réclamer eux-mêmes la reconnaissance officielle par la France de l'exécution de ces tirailleurs et même demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. Aujourd'hui, en tant que membre du comité scientifique, est-ce qu'il y a des perspectives de travailler avec ces personnes-là afin d'aller un peu plus vite peut-être dans les recherches? Non, la collaboration a déjà commencé parce que, bon, il faut dire qu'avant même cette commémoration, il y a eu comment on appelle ça, des commissions qui ont été créées et dans ces commissions, vous retrouvez des Français, vous retrouvez des Africains de l'Ouest. Donc il y a déjà une synergie qui était en marche. Et cette synergie va probablement se continuer et se perpétuer au-delà de la commémoration du 1er décembre.
Et l'épisode que vous évoquez, cette initiative des députés français, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et d'ailleurs, cela ne nous surprend pas outre mesure. Parce qu'il faut savoir distinguer la posture de l'État jacobin français, qui est un État centralisateur, qui est un État qui a une définition militaire de la réalité, et la réalité du peuple français et de ses représentants que sont les députés. Le peuple français a été toujours solidaire des tirailleurs. On a vu une histoire au quotidien où les populations françaises entretenaient les tirailleurs, les protégeaient et souvent les cachaient au péril de leur vie. Mais ce que les députés français sont en train de faire s'inscrit en droite ligne de ce comportement, disons, amical de la part du peuple français. Mais à l'opposé, c'est l'État français qui est resté dans une politique de cachotterie, dans une politique de mascarade et dans une politique de déni de ce qui est une évidence historique. Pour revenir à la journée de commémoration qui se tiendra ce dimanche 1er décembre, quelle est la particularité de ce 80e anniversaire qui coïncide justement avec la toute première depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Non, je pense que c'est un événement majeur. C'est un événement majeur de par l'inspiration de cette commémoration. C'est une inspiration qui procède d'une démarche souverainiste, vraiment où on marque Thiaroye comme étant un moment fédérateur, un moment de déclic d'un discours alternatif et d'un discours souverainiste de la part non seulement du Sénégal, mais de la part de tous les pays africains. Vraiment. Et c'est un moment qui constitue un ressort pour le panafricanisme. C'est cela l'importance de cette commémoration. C'est une commémoration qui ouvre un futur indépendant pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mais aussi c'est une commémoration qui ouvre des perspectives panafricanistes vraiment consolidées, avec une synergie qui va se développer non seulement avec les universitaires, mais avec les milieux des artistes, avec même les armées. Donc ça va être une commémoration à la fois nationale et panafricaine. Et c'est ça qui lui donne un cachet particulier. Si vous y ajoutez la coïncidence avec le discours souverainiste que le président Diomaye Faye a tenu hier, ça marque véritablement un moment de grande rupture dans le type de relation que nous avons entretenu jusqu'ici avec la France. Il est temps de changer la donne. Il est temps de changer de discours, il est temps de changer de narratif, il est temps de changer de politique dans la coopération avec les pays européens de manière générale, mais la France en particulier. Et comment y arriver justement après cette commémoration? Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour la suite à donner à cet événement et dans la quête justement de la vérité? Alors, il faut dire que la commémoration n'est qu'un moment, n'est qu'une ouverture. C'est une ouverture vers d'autres manifestations qui vont se poursuivre jusqu'au mois d'avril. Et nous allons nous donner les moyens de perpétuer cette commémoration chaque année. Donc chaque année va être l'occasion de célébrer Thiaroye entre Sénégalais, entre Africains, mais entre tous les peuples du monde épris de paix et de liberté. C'est ça la nouvelle dimension que prend cette commémoration. Avant, on organisait une journée du tirailleur. Bon, c'était déjà bien, c'était déjà un petit pas. Mais maintenant, on a fait un grand pas en lui donnant une dimension souverainiste, en lui donnant une dimension panafricaine. Et ça, c'est du nouveau. Et c'est vraiment tout le mérite que le gouvernement sénégalais a eu en convoquant cette commémoration. Une petite digression pour parler du lieu qui va accueillir cet événement, les cimetières de Thiaroye. Beaucoup de zones d'ombre, c'est vrai, sur la question, mais aussi beaucoup de spéculations. On nous parle de plus de 200 tirailleurs sénégalais qui reposent dans ces cimetières. Aujourd'hui, qui sont ceux qui sont au cimetière de Thiaroye? Parce que d'aucuns disent que les tirailleurs n'ont pas été enterrés sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Non, vous savez, les tirailleurs, leur nom était assimilé, disons, à des ombres. On avait l'impression que ces gens n'avaient pas de culture, n'avaient pas de nom, n'avaient pas de pays. Et on ignorait jusqu'à leur nom. Jusqu'à leur nom. Mais c'est justement cela qui est en train de changer. Parce qu'au détour de notre séjour en France, nous avons pu tomber sur des listes qui donnent l'origine et le nom de chaque personne. Ce qui fait que, au détour de cette commémoration, nous allons donner un visage
à ces tirailleurs. Nous allons leur donner un nom. Et même certaines archives nous permettent de leur donner de la voix. Parce qu'on a retrouvé en Allemagne des enregistrements qui rendaient compte de la vie au quotidien des tirailleurs en tant que prisonniers. Donc vraiment, c'est un moment de consécration, c'est un moment de grande célébration. C'est un moment où véritablement nous allons donner vie à des personnes qui ont été des héros, à des personnes qui ont combattu et à qui on a tout dénié. On leur a dénié la dignité de soldats. On leur a dénié leur nom, on leur a dénié leur culture, on leur a dénié l'appartenance à une nation. C'est le moment de renverser cette perspective et cette collaboration et cette célébration nous permet de faire tout cela. Merci beaucoup, professeur. C'est moi. Le professeur Mamadou Fall, professeur titulaire d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal, qui nous a fait l'immense plaisir et l'honneur de venir sur ce plateau pour parler de cette commémoration de la journée des tirailleurs sénégalais qui se tiendra donc le 1er décembre au cimetière de Thiaroye, appelé Thiaroye 44. C'est ce qui met en terme à cette édition du vendredi. Merci de l'avoir suivi.